Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astronature 49. Le moment est venu de s'intéresser aux observations à effectuer en ce mois de juillet 2024. Et ce mois-ci, nous allons dans un premier temps nous diriger vers la planète naine Cérès, qui passe à l'opposition le 5 du mois et se rapproche de l'amas globulaire M54 le 16. Ensuite, nous nous intéresserons aux planètes Mars et Uranus qui se rapprocheront l'une de l'autre à la mi-juillet. Nous nous dirigerons vers la planète la plus grosse de notre système solaire pour détailler bien les différents transits qui auront lieu le 17. Et enfin, nous parlerons de l'opposition de la planète naine Pluton au 23 juillet. Pour en parler avec moi, je serai donc en compagnie de Mathieu et Robin, nos deux astronomes amateurs, et je suis heureux de leur souhaiter la bienvenue. Sans plus tarder, nous allons commencer avec ces premiers événements qui ont lieu donc le 5 juillet, c'est l'opposition de la planète naine Cérès, et nous parlerons dans la foulée du rapprochement avec l'amas globulaire M54 qui aura lieu donc le 16 juillet. Et c'est Robin donc qui va nous détailler ces événements. Oui, exactement. On aura l'opportunité d'être dans une période où Cérès sera à l'opposition. Alors Cérès, vous connaissez peut-être de nom. C'est une toute petite planète. C'est une planète qu'on appelle une planète naine et elle est située dans la ceinture d'astéroïdes. Alors ça fait pas partie des planètes comme on l'entend, planète tellurique, planète gazeuse. En fait, elle est complètement dissociée de ça puisqu'elle est dans la ceinture d'astéroïdes. À savoir aussi que Cérès, on l'appelle une planète naine parce que c'est le plus gros, euh, le- la masse qui constitue la plus grosse quantité dans cette ceinture d'astéroïdes. Pour information, elle fait presque un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. Il faut voir ça comme plein de petits astéroïdes, de son nom, ou de petites roches qui sont en orbite, mais la densité est très faible, hein. Si on se déplacerait dedans, voilà, on ne se prendrait pas des astéroïdes dans la figure. Mais voilà, si vous tombez sur ces restes, vous êtes là devant vous sur l'objet qui compte pour un tiers de la masse totale. Donc, Cérès, voilà, c'est pas un objet si lumineux que ça à voir, mais ça sera quand même l'occasion de tenter de l'observer ou même de le photographier. Ce sera à l'opposition, ce sera la période vraiment la plus favorable pour observer cet astre-là. Pour le repérer, assez simple, vous connaissez peut-être aussi la Voie lactée, hein. Donc, si votre ciel est bien dégagé, vous regarderez direction sud, où vous pourrez trouver le bulbe galactique. C'est là où vraiment il y a la plus grosse concentration d'étoiles. Et à ce niveau-là, vous pourrez peut-être repérer la constellation du Sagittaire, hein. Elle est reconnaissable, elle a une forme de théière. C'est assez simple à repérer. Et vraiment, elle est dans le bulbe galactique. Donc voilà, vous repérez cet endroit-là. Et donc, je vous invite à utiliser une carte du ciel, hein, pour voir, hein, visualiser un petit peu la forme que la constellation a. Donc aussi à noter que ça sera assez bas sur l'horizon. Donc pensez à ça si jamais vous voulez faire de l'observation ou de la photographie, hein, privilégier un point assez dégagé sur l'horizon pour observer vraiment le bulbe galactique. D'ailleurs, c'est magnifique, hein, cette partie-là de la Voie lactée. Euh, et pour repérer Cérès, vous devrez vous intéresser à l'étoile qui compose la base de la Théia, hein. C'est l'étoile, si je ne me trompe pas, que je la retrouve, l'étoile Acela, hein, voilà, qui forme la base de la Théia. Donc vous pouvez observer Cérès à ce niveau-là, soit directement avec un instrument, ou ce qui peut être intéressant de faire, c'est faire de l'astrométrie, donc voir le déplacement quelques jours avant, quelques jours après le 5 juillet, pour voir comment l'astre, euh, donc Cérès, se déplace. Ça peut être assez sympa. Et quelques dizaines de jours plus tard, le 16, euh, Cérès passera non loin, vraiment très à proximité d'un amas globulaire M54. Donc là, ça peut être aussi intéressant enfin voilà, moi je propose de faire une petite animation de Cérès qui passe jusqu'à arriver et faire une dernière photo
avec M54 en ciel profond. Donc là, voilà, ça peut être assez chouette à faire comme photo euh, pour ce mois-ci. Voilà, ben merci beaucoup Robin de nous avoir détaillé ces deux événements. Donc très intéressant à observer et n'hésitez pas à tenter l'observation si vous avez bien sûr le matériel adapté. Donc eh bien maintenant nous allons pouvoir passer à l'événement suivant qui aura donc lieu le 15 juillet. Et il s'agit bien du rapprochement des deux planètes Mars et Uranus. Donc eh bien je vais laisser Mathieu en parler. Ouais, un événement matinal, plutôt fait pour les lève-tôt. Donc il faudra, comme vous l'avez compris, attendre bien, le ciel du petit matin pour cette observation. Une observation qui va se faire bas sur l'horizon est. Prévoyez donc un horizon dégagé. Alors vous allez voir quoi? Vous allez voir tout d'abord un tout petit point orangé de première magnitude qui va s'élever timidement, accompagné par l'amas d'étoiles des Pléiades. Donc il s'agit de Mars. Uranus, elle est blottie tout contre Mars, à sa gauche. Alors plus précisément en allant donc vers les Pléiades. Donc vous situez les Pléiades, vous situez Mars, et en fait vous cherchez Uranus en direction des Pléiades, mais vraiment tout près de Mars. En fait, juste à gauche de Mars, on est à quelque chose comme environ 1 degré d'écart, je ne sais pas précisément, mais environ 1 degré d'écart entre les deux planètes, à la louche. Donc, évidemment, Uranus ne sera pas visible à l'œil nu, mais plus probablement avec une bonne paire de jumelles. Alors évidemment, n'attendez pas que l'aube arrive vraiment, hein, parce qu'une fois que l'aube est arrivée, le ciel qui était bien noir s'éclaircit et il va devenir beaucoup plus difficile de chercher Uranus dans ce ciel très clair. Mars, elle, résistera quasiment jusqu'au lever du soleil. Vous pourrez l'observer relativement facilement. Donc quelque chose comme 4 heures du matin, peut-être un petit peu avant 4 heures du matin, pour commencer vos observations de manière confortable et bénéficier d'un ciel encore relativement sombre. Alors au télescope, bon, il sera difficile d'y voir quelque chose sur l'une comme sur l'autre. Mars est beaucoup trop loin de nous, donc se présente avec une phase gibbeuse qui pourrait être intéressante. Malheureusement, elle a une distance qui est trop lointaine et donc un disque apparent qui est trop petit. Et Uranus, naturellement, un disque apparent qui est trop petit, puisqu'elle, de toute manière, même quand elle est proche de nous, eh ben, elle est toujours très très loin. Alors, qu'est-ce que vous verrez? Parce que vous verrez quand même quelque chose au télescope. Alors, Uranus se présente sous la forme d'un disque bleu-vert qui est absolument minuscule et très sombre. Globalement, ça s'arrête là. Si vous avez un bon télescope, peut-être irez-vous à la chasse aux satellites d'Uranus, mais là encore, il faut un ciel excessivement sombre. On va peut-être attendre que la saison s'avance un petit peu pour voir Uranus plus tôt dans la nuit. Quant à Mars, eh bien, il s'agit d'une gommette orange brillante qui n'est à peine plus grosse qu'Uranus. Donc là encore, vous n'y verrez pas grand-chose. C'est la seule chose éventuellement que vous pourriez voir, ce serait sa calotte polaire. Mais là, il faut vraiment bénéficier d'un très 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 gros télescope, au moins 400 mm, pour arriver à faire cette observation, et puis en espérant que la turbulence ne joue pas en votre défaveur. Voilà, bon, un événement qui n'est en somme toute pas forcément facile, pas forcément le plus intéressant du mois, mais si vous êtes un féru des planètes, eh bien peut-être que celui-ci vous intéressera. Et puis si vous n'avez pas, si vous n'arrivez pas à faire cette observation, eh bien sachez qu'il y a d'autres objets à viser dans le ciel. Vous avez notamment Jupiter, Jupiter qui sera en dessous de Mars, des Pléiades et d'Uranus, donc qui sont en spectacle ce jour-ci. Jupiter, donc, qui se lèvera un tout petit peu plus tard que les trois, mais qui sera beaucoup plus brillante que toutes celles dont on vient de citer. Donc, vous la verrez aisément dès son lever, dans les environs donc, de 4 heures du matin, voire même un petit peu avant. Voilà. Et juste à côté de Jupiter, eh bien, vous aurez également l'étoile Aldébaran de la constellation du Taureau, une étoile de magnitude approximativement la même que la planète Mars,
Également de la même couleur, donc ne vous trompez pas. Mais vous aurez Jupiter donc, qui sera juste à gauche d'Aldébaran, Mars sera largement au-dessus. Donc, logiquement, si vous faites attention aux cartes du ciel, aux applications sur smartphone, eh bien, vous ne devriez pas vous tromper. Puis n'oubliez pas non plus Saturne, Saturne qui est nettement plus haute dans le ciel, qui est en direction du sud, qui se voit une bonne partie de la nuit maintenant, enfin une bonne partie de la seconde moitié de nuit. C'est l'occasion de la regarder, d'autant plus que les anneaux sont en train de se refermer. Donc c'est l'occasion de les voir une dernière fois avant eh bien, de les voir disparaître complètement l'année prochaine. Alors, tu as parlé de Jupiter, eh bien, c'est justement vers elle que maintenant nous allons nous diriger pour l'événement suivant. Il s'agit donc de transits multiples sur la planète Jupiter. Et si je me trompe pas, Mathieu, eh bien, il s'agit des lunes Io et Europe. Exactement. Les deux lunes enfin les deux grosses lunes galiléennes les plus proches de Jupiter. Alors on entend par lune galiléenne toutes les lunes qui ont été découvertes par l'astronome Galilée au XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises, oui, c'est ça, au XVIIe siècle, en 1610, lorsqu'il a pointé pour la première fois un instrument optique vers le ciel. Donc il s'agit de Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc là, on va parler de Io et Europe, les deux plus proches et aussi les deux plus petites des quatre lunes galiléennes. Alors, le spectacle, pour situer un petit peu le contexte, va se passer à l'aube. De toute façon, on ne va pas avoir beaucoup le choix. Ça va se passer très bas sur l'horizon est et au moment où Jupiter se lève. Donc, avant le lever de Jupiter, on ne pourra rien voir, malheureusement. Et c'est dommage parce que le spectacle commence avant le lever de Jupiter. Donc, lorsque Jupiter va se lever, qu'on va enfin pouvoir l'observer, eh bien, le spectacle sera déjà en cours. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, au moment du lever de Jupiter, on va pouvoir observer l'ombre d'Europe qui a fait déjà un bon bout de chemin enfin, sur la planète elle-même, sur Jupiter, et puis la Lune, donc la Lune Europe, hein, elle-même qui entre juste devant Jupiter à son tour, qui va rentrer donc en scène avant 3 heures du matin. Alors elle va le faire donc juste en dessous de la grande tache rouge de Jupiter, qui va d'ailleurs pointer le bout de son ovale rouge au même moment. Alors ensuite, on va voir donc l'ombre de Io qui va apparaître à son tour. Il va être environ 3h06 du matin. Je parle en heure légale française et non pas en temps universel. Donc le temps est déjà converti, ce qui vous facilitera un petit peu la tâche. Et puis à 3h30, comme quoi le spectacle était déjà bien avancé, l'ombre d'Europe va sortir. Donc pour ce qui est d'Europe, il reste plus que la Lune qui est devant la planète et elle va le rester encore quelques instants. Io va rentrer à son tour en scène devant Jupiter, donc à 4h01. C'est l'heure à laquelle va se faire le contact entre la Lune Io et Jupiter. Et donc là, vous allez assister à un spectacle assez intéressant. La Lune, qui était très brillante devant le fond de ciel noir, eh bien, va devenir beaucoup plus sombre puisqu'elle va passer devant le disque de Jupiter qui lui-même est très brillant. Et donc, ce contact eh bien, va faire changer en apparence la luminosité de Io qui en réalité reste parfaitement la même. Ce qui sera l'occasion de voir un petit peu plus de contraste sur la Lune Io et notamment l'observer devant les nuages joviens. 4h45, Io. Alors là, à 4h45, il se passe l'un des événements les plus intéressants, je pense, du moment. Io va rattraper tranquillement la grande tache rouge de Jupiter qui a, je le rappelle, hein, qui est apparue en même temps que l'entrée d'Europe devant le disque jovien. Seulement, Europe tourne autour de Jupiter un petit peu plus vite que les nuages de Jupiter eux-mêmes ne mettent de temps pour aller d'un limbe à l'autre. Et donc, Io va rattraper également la grande tache rouge et va se positionner à cette heure-ci précisément, 4h45, au nord de la grande tache rouge de Jupiter. Donc, c'est l'occasion de sortir son matériel, son télescope, une caméra planétaire, une Barlow, éventuellement,
et puis de shooter Jupiter, de faire des acquisitions pour avoir justement ce petit point orangé qu'est la lune Io, juste au nord de la grande tache rouge. Voilà, donc ça, c'est l'événement le plus intéressant. Et ensuite, eh bien, bon, là, ça devient nettement moins intéressant, tout simplement parce que, vous l'aurez remarqué, le soleil commence à monter sous l'horizon. Le lever du soleil est prévu à 6h06, ce 17 juillet. Donc, le ciel commence à s'éclaircir de plus en plus. Les contrastes sur Jupiter vont s'atténuer de plus en plus. Il va être de plus en plus difficile de voir les lunes passer devant Jupiter, mais également de plus en plus difficile de voir l'ombre portée de Io se déplacer. Je vous donne quand même les horaires parce que ça peut être encore intéressant. L'ombre de Io qui sort à 5h16, donc vous pourrez en profiter très longtemps. Et puis à 5h26, c'est la sortie de la Lune Europe. Alors là, le ciel commence à être vraiment clair. Pas sûr que vous puissiez voir Europe se déplacer complètement, complètement sur l'intégralité, en tous les cas, je veux dire, du disque jovien jusqu'à sa sortie. Mais bon, on peut toujours tenter, ça dépend où vous serez positionné, si c'est vers l'est ou vers l'ouest de la France, puisque le soleil va se lever un petit peu plus vite à l'est qu'à l'ouest. Et à 6h12, donc après le lever du soleil, eh bien, la lune Io sort à son tour du disque jovien. Voilà pour cet événement. Voilà, c'est assez chargé, mais je pense qu'il est important de donner des horaires précises pour que vous puissiez faire des observations confortablement et que vous puissiez bien préparer aussi votre sortie, bien vous organiser. Ce sera l'occasion de faire de belles observations au télescope, bien évidemment. À l'œil nu, ce spectacle ne pourra pas s'observer. Et pourquoi pas sortir l'artillerie pour faire un petit peu d'imagerie si vous avez du matériel. C'est ça. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce transit des lunes Io et Europe sur Jupiter. Nous allons passer maintenant à ce dernier événement qui aura lieu le 23 juillet. Et il s'agit de l'opposition de Pluton. Alors, est-ce que Mathieu, on peut en parler juste rapidement? Oui, très bien. Alors, bah, ça va être l'occasion de constater le déplacement de Pluton sur le fond du ciel et de constater surtout une chose, qu'il s'agit de la planète la plus lente du système solaire, parce qu'elle se déplace vraiment très 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 lentement. Elle est excessivement loin du Soleil, ce qui fait que bien sa rotation, enfin sa révolution, excusez-moi, autour du Soleil, bien se passe en quelques 200 années, donc c'est vraiment excessivement lent. Une année sur Pluton équivaut à 200 ans, autrement dit, vous ne fêteriez jamais votre premier anniversaire sur Pluton. Alors, maintenant, revenons à ce qui nous intéresse plus particulièrement en tant qu'astronome amateur depuis la Terre, eh bien, c'est son déplacement sur le fond du ciel. C'est la seule chose que l'on puisse voir de Pluton. Elle est beaucoup trop loin pour qu'un instrument amateur quelconque puisse montrer quelque chose à la surface de Pluton. On n'a absolument aucun contraste, on n'a pas assez de résolution. La limite de diffraction des instruments amateurs ne permet pas eh bien, d'observer le disque apparent de Pluton, malheureusement. Alors, on parlait du déplacement de Pluton. Eh bien, pourquoi je parle de ce déplacement de Pluton? Parce qu'il est excessivement lent, certes, mais aussi parce que cette année, eh bien, Pluton vient d'entrer dans la constellation du Capricorne. Et ça, c'est un petit événement, parce qu'en fait, elle est restée pendant ces 17 dernières années dans la constellation du Sagittaire. Donc, c'est pour vous dire sa lenteur sur le fond du ciel. Alors, il y a un hic quand même, il y a même plusieurs hicks d'ailleurs. Pluton est extrêmement faible. Elle est de 14e magnitude, autrement dit, la plupart des instruments amateurs ne permettront pas de l'observer. Un instrument de 200 mm sera sans doute le minimum syndical pour pouvoir espérer apercevoir une lueur très faible sur le fond du ciel. Voilà, en dessous, certainement que vous ne verrez rien du tout, pas même un petit point brillant. 14e magnitude, bon, pour être confortable, il vaudrait mieux avoir 300, voire 400 mm pour espérer voir une étoile de très faible magnitude. Et puis, il y a un deuxième hic, c'est que
elle se trouve dans la constellation du Capricorne, donc on l'a dit. Seulement, la constellation du Capricorne, c'est une constellation qui se trouve tout près de la bande laiteuse qui est la Voie lactée. Or, la bande laiteuse qu'est la Voie lactée, c'est une zone qui est particulièrement riche en étoiles, de toutes les magnitudes. Et pour repérer Pluton au milieu de ce champ d'étoiles fourmillant, ça va être vraiment compliqué, d'où l'importance de bien préparer son observation avec des cartes du ciel très détaillées ou alors des applications virtuelles qui vous montrent les étoiles jusqu'à au moins la 14e magnitude, peut-être même légèrement au-delà. Et puis avoir un œil bien aiguisé également. Pluton, c'est vraiment pas une cible facile qu'on pourrait déconseiller même pour les débutants. Donc voilà, il faut quand même avoir un œil bien aiguisé, savoir bien se repérer dans le ciel pour la trouver. Pourquoi pas avoir un go-to, hein. À partir du moment où vous avez un bon étalonnage, une bonne mise en station, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous pointez la région et vous savez que Pluton est pile au centre de l'oculaire. Donc logiquement, vous devriez la trouver. Mais faut-il encore être en capacité de faire une bonne mise en station, ce qui n'est pas toujours évident, sans quoi eh bien, l'objet ne se trouvera pas toujours au centre de l'oculaire, malheureusement. Donc voilà. On va dire un événement plutôt pour les observateurs expérimentés. Voilà, et bien merci beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé en détail de tous ces événements pour le mois de juillet 2024. Et donc, eh bien, nous invitons tous nos auditeurs à se préparer pour pouvoir tenter quelques observations. Avant de clôturer cette émission, eh bien, nous allons vous présenter deux photos. Alors la première, une photo solaire qui retrace donc l'activité du Soleil du mois dernier, tel qu'il a été au mois de juin. Et cette première photo donc, que Mathieu nous présente est en date du 21 juin 2024, donc avec un ciel bien dégagé. C'était pris avec un filtre H-alpha dédié ciel profond et donc avec 3 nanomètres de bande passante. En fait, cette photo, donc c'est un compositage de deux images. Une première où on peut voir le disque donc du Soleil et où on peut voir donc la photosphère. Et une deuxième qui nous permet bien de voir les protubérances. Et maintenant, eh bien, pour deuxième photo, nous avons choisi de vous présenter la planète Saturne avec ses magnifiques anneaux. Donc, c'est bien sûr le timide retour de Saturne dans le ciel du petit matin. Cette photo est en date du 4 juin 2024 et on peut se voir, eh bien, et on peut voir, comme Mathieu en a parlé tout à l'heure, eh bien, que les anneaux se referment petit à petit pour bientôt, eh bien, ça fera qu'on ne les verra presque plus. En tout cas, eh bien, on vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis une fois de plus pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel. Et on vous invite le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous.